Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition des figures marquantes de l'histoire de Montréal. Une série, je vous le rappelle, qui est consacrée aux grands personnages qui ont marqué l'histoire de notre grande cité québécoise, mais dans toutes les sphères de l'activité humaine. Eh bien, cette série, vous ne serez pas surpris de l'apprendre, prend place dans le cadre des festivités, des commémorations du 375e anniversaire de Montréal. Ce soir, nous allons parler d'un grand Montréalais, Louis Laberge. Louis Laberge n'est pas né à Montréal, il est né à Sainte-Martine, petit village sur la rive sud de Montréal, et il est déménagé avec sa famille en plein cœur du plateau Mont-Royal. C'est là qu'il a étudié, qu'il a vécu ses premières amours, qu'il a commencé à travailler. Et il a donc marqué la vie économique, la vie sociale de Montréal. D'ailleurs, un des deux édifices de la FTQ sur le boulevard Crémazie, coin La Jeunesse, honore toujours sa mémoire. Il est décédé à l'Assomption en 2002. Il était né en 1924. Donc, Louis Laberge, c'est un personnage remarquable à plusieurs égards. Remarquable parce qu'il s'est fait lui-même, pourrait-on dire. C'est un personnage qui devait son ascension dans le mouvement syndical à son talent, à son travail, à ses qualités personnelles. Louis Laberge commence très modestement son engagement syndical en tant que machiniste chez Canadair durant la Deuxième Guerre mondiale. Et 10 ans plus tard, en 1955, on le retrouve président du Conseil des métiers et du travail de Montréal, une organisation syndicale très importante, très influente, qu'il va donc présider pendant quelques années. Et plus tard, on le voit, on le retrouve vice-président et puis président de la Fédération des travailleurs du Québec, la FTQ, une centrale syndicale qu'il va présider pendant 27 ans. 27 ans, c'est probablement un record dans les annales syndicales, dans l'histoire du syndicalisme au Québec. Donc, 27 ans de présidence, vous imaginez à quel point il a marqué cette centrale et le mouvement syndical. Mais il est aussi remarquable, Louis Laberge, parce qu'il incarne très bien l'évolution du mouvement syndical et l'évolution du Québec. Les années 60 au Québec, je vous le rappelle, c'est la réforme du Code du travail. On va donner le droit de vote, mais on va surtout donner le droit de grève aux employés du secteur public et parapublic qui vont l'utiliser, ce droit de grève. Ça donnera des conflits parfois assez spectaculaires. La FTQ et Louis Laberge vont y contribuer. Les années 60, c'est aussi le début de ce qu'on appelle alors le séparatisme, une idée qui ne plaisait pas beaucoup à Louis Laberge, comme on le verra, durant les années 60, et ça évoluera plus tard. Les années 70 après. Les années 70, ce sont les années de confrontation, de durcissement, d'affrontement, de grève aussi très spectaculaires, qui se concluent souvent par des affrontements assez violents. Ce sont les années du Front commun de 1972, les années du saccage de la baie James, les années où plusieurs leaders syndicaux souhaitent un renouvellement, une révolution du monde économique et social. D'ailleurs, Louis Laberge lui-même en appellera à casser le système. Il invitera ses membres à casser ce système, le système du gouvernement libéral de Robert Bourassa, mais quand même, c'était des discours assez puissants, assez violents. Et cette expression « casser le système » avait fait mouche au début des années 70. Mais à ces années d'affrontement vont succéder des années d'apaisement. Des années 80, donc, marquées par cette crise économique du début des années 80, chômage, taux d'inflation très important, taux d'intérêt. Et donc, frange importante du mouvement syndical cherche d'autres voies pour combattre le chômage. Au lieu de l'affrontement, on cherche plutôt la concertation, on cherche le partenariat. Et c'est dans ce contexte-là que va germer cette idée d'un fonds d'investissement d'un genre tout à fait unique, le Fonds de solidarité du Québec, qui est né officiellement en 1983, mais qui va être lancé un an plus tard. Aujourd'hui, le Fonds de solidarité du Québec, c'est 12,2 milliards de dollars. C'est énorme. Et c'était une idée, en bonne partie, de Louis Laberge. Pour nous parler de ce personnage vraiment remarquable, nous avons invité un spécialiste du mouvement syndical. Il a été, pendant une grande partie de sa carrière, professeur, devenu professeur émérite d'ailleurs, du département d'histoire de l'Université de Montréal. Il a publié de nombreux travaux sur le syndicalisme québécois, dont une synthèse, le syndicalisme québécois, qui fait autorité. Alors, je vous prie d'accueillir chaleureusement le professeur Jacques Rouillard. Bienvenue. Salut. Merci. Prenez place. Okay. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie.
ça fait plaisir. La première chose qui frappe quand on lit sur Louis Laberge, j'ai insisté un peu là-dessus dans ma présentation, c'est que c'est quelqu'un qui avait une personnalité très forte. C'est quelqu'un qui ne laissait personne indifférent. Ouais. Parlez-nous un peu de ce qui caractérisait la personnalité de Louis Laberge. Oui, alors donc, c'est une personnalité forte. Il ne le manifestait pas au début, autour de 20 ans, mais à mesure qu'il a œuvré à l'intérieur du mouvement syndical, là, ses qualités sont ressorties. Alors donc, c'est un leader naturel. Et pour avoir occupé la présidence de la FTQ pendant une période aussi longue, il faut des qualités tout à fait particulières. Et donc, c'est un homme entier, c'est un homme d'action. C'est pas un intellectuel, mais c'est un homme d'action qui aime les réalisations concrètes. Et c'est ce à quoi il va s'employer pendant toute sa carrière. C'est un fonceur. Il y a un certain nombre il y a un certain nombre de ses collègues, enfin, qui l'ont caractérisé. Enfin, je cite, je pense que c'est bien important pour caractériser le personnage. C'est une force de la nature, une boule d'énergie. Il est chaleureux, c'est un gars entier. Il travaille à la hache. Ouais, ça Disons Jean Gérin Lajoie. Il a un charisme, un magnétisme, une forte personnalité. C'est un excellent orateur, pragmatiste et réaliste. C'est un col bleu dans l'âme, franc-parler, homme de contact personnel. Il a le sens du compromis. Et c'est pas un gars de salon, c'est un gars de cuisine. Ouais. Dit l'un d'eux. Oui. C'est aussi, ce qui m'a aussi frappé, et il y a une devise d'ailleurs que vous avez retenue vous-même dans votre recherche, il répétait souvent, il faut aller assez loin pour que ça bouge vraiment, mais sans risquer de tout casser. C'est ça. Donc c'est quelqu'un qui quand même était plutôt pragmatique. Oui, c'est ça. Alors Clément Godbout, qui lui a succédé à la tête de la FTQ, disait à un moment donné, qui est en avant de ses troupes, mais pas trop loin. Il les sent, mais pas trop loin pour se couper de ses troupes. Alors, je pense que c'est une qualité très personnelle, souvent des leaders plus du côté de la FTQ que du côté de la CSN. Il est issu de milieu ouvrier. Il a commencé à travailler, je ne sais pas, enfin, il a commencé à travailler à Canadair, je vous dis, par la suite d'un chantier maritime auparavant. Et là, il a été en contact avec des travailleurs, des cols bleus. Et il est resté col bleu dans l'âme. Il se méfiait, enfin, des intellectuels. Mais quand même, il réussissait à garder l'unité de la centrale, à occuper son poste par acclamation, élu par acclamation pendant 27 ans. Et parce qu'il y avait un bon contact. Et il y a très peu de leaders syndicaux, vous l'avez souligné, enfin, à ma connaissance, au 20e siècle, qui sont demeurés en poste aussi longtemps. Marcel Pepin, il est resté 11 ans en poste. Ouais. Charpentier, plutôt, qui était président des syndicats catholiques, 11 années. Ce qui serait le plus proche, enfin, mais qu'on connaît moins, c'est John T. Foster, qui était président du CMTM, dont on pourra parler un petit peu plus tard, pendant 23 ans. Je pense que c'est la personnalité, enfin, on le connaît moins, là, mais c'est la personnalité avec laquelle il est le plus proche. Donc, il restait en phase avec son mouvement. Oui, c'est ça. Avec une sorte d'intuition. C'est ça. Intuition proche des cols bleus. Enfin, parce que les syndicats qui sont affiliés à la centrale sont en grande majorité, sont des syndicats internationaux, des syndicats de col bleu, d'ouvriers. Oui, c'est ça. Donc, mais en même temps, c'est ça. Donc, il a fait preuve de flexibilité. Oui. Il a fait preuve d'un certain pragmatisme. On a vu qu'il a évolué sur un certain nombre de dossiers sensibles, notamment sur la vocation même. On en reparlera du syndicalisme et avec la création du Fonds de solidarité. Mais qu'est-ce qui serait le noyau dur? Disons, la philosophie, les principes sur lesquels il ne va pas déroger. Bon, enfin, je pense que c'est... Le nœud. Il est au service des travailleurs. Il est au service des syndicats qui lui sont affiliés. Il veut l'avancement de la cause des travailleurs syndiqués et des travailleurs en général. Et c'est le rôle de la FTQ de représenter ces syndiqués, mais de représenter les travailleurs en général, particulièrement auprès du gouvernement du Québec, de faire avancer la législation dans le sens des intérêts des travailleurs, de l'amélioration de la classe ouvrière. Alors, c'est son objectif de fond. Et
les revendications que la FTQ, enfin, il est d'accord avec ces revendications-là, qu'il achemine, révèlent un projet de société social-démocrate. Hein? On trouve chez lui, enfin, les valeurs profondes, attachement aux institutions démocratiques. Il ne remet jamais en question les syndicats internationaux, que ce soit la FTQ ou l'FPTQ, remettent en question les institutions démocratiques, mais aussi une extension du rôle de l'État dans le domaine social, dans le domaine économique, de façon à assurer un développement plus harmonieux de l'économie, qui soit dont les bénéfices retombent sur l'ensemble, sur le plus grand nombre, sur l'ensemble des travailleurs salariés. Alors donc, pendant la période où il est président dans les années 60-70, la législation, il est en partie responsable, sa centrale, lui en partie responsable, sur l'adoption par le gouvernement du Québec, en particulier le gouvernement du québécois, toute une série de législations qui place le Québec, enfin, qui déplace l'éventail idéologique qu'on pourrait appeler du Québec vers la gauche. Comparativement aux autres sociétés nord-américaines, la période du Plessis, le Québec pouvait être situé à droite de l'échiquier politique. De l'épicentre. Comparativement, oui, à l'épicentre, en prenant le centre par rapport aux autres sociétés nord-américaines. Mais avec la Révolution tranquille, avec l'influence qu'exerce le mouvement syndical et la FTQ, sur les gouvernements, là, il y a un déplacement de l'éventail politique vers la gauche, ce qui demeure encore de nos jours, qui fait que nous sommes une société plus égalitaire, qui se soucie plus du bien-être de l'ensemble des citoyens, ce qui fait que nous sommes différents des Américains ou enfin, dans une certaine mesure, des provinces canadiennes anglaises. Alors, ça s'effectue dans les années 60-70, et la FTQ y contribue énormément, comme la CSN à l'époque, mais les transformations issues de la Révolution tranquille, et puis par la suite, enfin, le mouvement syndical, il va aller plus loin. Hein? Et de là, la radicalisation du mouvement syndical à partir des années 1970. Oui. Mais il est responsable, en partie responsable de ce déplacement. Centre de gravité, centre de gravité de la société québécoise. En plus vers une plus grande social-démocratie. C'est ça, plus égalitaire. Et pour comprendre ce noyau dur, parce qu'on en reparlera, mais il y a un autre élément aussi qui m'a frappé, c'est justement sur son souci des retombées, des gains syndicaux sur l'ensemble de la société. Donc, on n'est pas dans une perspective strictement corporatiste, même si parfois on a un peu pointé du doigt les syndicats, disons, d'affaires, ou des syndicats issus du syndicalisme international d'avoir cette tendance, mais on y reviendra. Mais il est un fils de syndicaliste. J'ai trouvé ça intéressant. Parlez-nous de ses origines. Parlez-nous de son père, de sa famille. Origine ouvrière. Son père était charpentier-menuisier, mais son syndicat est affilié à la CTCC, à la Fédération des travailleurs du bâtiment, affilié à la Confédération des travailleurs catholiques de l'époque, est devenu CSN en 1960. Donc, c'est un syndiqué CSN. Mais son père s'intéressait aux questions syndicales. Hein, c'est un syndicaliste. Et Laberge nous dit que lorsqu'il est... Enfin, Laberge, c'est aussitôt qu'il a été embauché au chantier naval, il commence à s'intéresser aux questions syndicales. Il y a à peine 20 ans, il y a 19-20 ans. Et il devient militant syndical. Et il nous dit que son père l'a encouragé, son milieu familial. Alors, c'est un milieu familial modeste, mais quand même, charpentier, c'est ouvrier qualifié, donc, disons, la crème des travailleurs salariés. Et il nous dit qu'il y a... Enfin, ils ont eu dans sa famille ce dont ils avaient besoin. Ils ont manqué de rien. Oui, c'était un ouvrier qualifié. Un ouvrier qualifié. Son père est ouvrier qualifié, mais qui encourage son garçon à s'occuper de questions syndicales, donc très tôt. Et pour son milieu ouvrier, il est quand même peut-être plus éduqué que la moyenne. Est-ce que je me trompe? Il est un peu plus... Il nous disait... Enfin, j'entendais une entrevue qu'il a donnée en 1996. Il aurait souhaité probablement ingénieur, mais quand même... Il a complété, en fait, si je me rappelle bien, il a complété ses études secondaires, mais scientifiques. Alors, dans le secteur public secondaire, si je me rappelle bien à l'époque, il y avait 3 orientations, le général, le commercial et le scientifique. Alors, il a fait ses études scientifiques. Il nous dit qu'il aimait les mathématiques. Donc, il y avait une relative bonne formation, de sorte que, dès le début de ses activités syndicales, il est devenu secrétaire
secrétaire trésorier de son syndicat. Bon, c'est qu'il y avait des qualités là, qui permettaient. Et par la suite, il a bien compris les mémoires qu'on soumettait. Il y avait un bon raisonnement. C'est ça, et ça montre qu'il y avait déjà à l'époque, et ça, je pense que ça a été un peu oublié, il y avait des voies parallèles au collège classique. C'est-à-dire que quand on pouvait poursuivre son cours après son école primaire dans une filière secondaire, publique, c'est ça. Oui, mais enfin, mais ça ne débouchait pas à l'université. Non. Sauf, semble-t-il, dans son cas, il y aurait eu une voie possible, un institut de technologie pour aller à l'université par la suite. Mais je pense que, étant donné qu'il a obtenu son diplôme d'études secondaires, et puis nous sommes en période de guerre, nous sommes en 1941, là, hein? Alors donc, c'est plein d'emplois. Alors donc, il trouve un emploi facilement, il trouve des emplois à bon salaire pour l'époque, très bon salaire pour l'époque. Alors, il n'est pas intéressé à poursuivre des études. Il est satisfait des emplois qu'il obtient. Absolument. Alors justement, vous êtes un spécialiste du syndicalisme au Québec. Prenons un peu de recul. On l'a dit, comment son engagement syndical durant la Deuxième Guerre mondiale, il y a, en gros, vous l'avez bien étudié, deux grands mouvements, peut-être plus, mais enfin deux grands mouvements syndicaux au Québec. Pouvez-vous nous les présenter rapidement et nous dire un peu justement dans quelle voie va s'inscrire Louis Laberge graduellement et plus tard? C'est ça. Il y a deux grandes familles syndicales. Oui. C'est la famille des syndicats internationaux américains qui, dès la fin du 19e siècle, commencent à organiser les travailleurs ici, les travailleurs québécois, comme ils organisent les travailleurs en Ontario, dans l'ensemble de l'Amérique du Nord. Alors donc, ils s'étendent au Québec, en particulier à Montréal, puis de Montréal en province. Alors c'est ce quoi. Ils sont au Québec en 1921, 55 000. Il y a 55 000 syndicats internationaux, un taux de syndicalisation de l'ordre de 12 à 15 %. Alors donc, c'est la première famille syndicale auquel appartient Laberge. Enfin, quand il commence à travailler à Canadair, il fait partie de l'Union internationale des machinistes, qui est un syndicat international, un syndicat américain. Et donc, l'autre famille syndicale, c'est celle des syndicats catholiques. Ces syndicats se déconfessionnalisent, la centrale se déconfessionnalise en 1960, devient CSN. Alors, ces syndicats, ils sont nés au début, enfin, à partir de 1912, ces syndicats catholiques, ils sont nés sous l'influence du clergé catholique, qui craint l'expansion du syndicalisme international. Elle craint les syndicats internationaux parce que, selon l'Église à l'époque, selon son discours, ils diffusent des idées de lutte de classe, des idées de classe. Ils remettent en question l'emprise de l'Église sur le système d'éducation parce qu'ils réclament, les syndicats internationaux, ils se donnent des institutions de l'école gratuite ou obligatoire, puis même pour certains, un ministère de l'Instruction publique. Alors, ce qui fait peur. Et puis, en plus de ça, ces syndicats internationaux, à travers le CNTM, on parlera tantôt, eh bien, ils demandent, réclament la nationalisation des entreprises de services publics, que ce soit le gaz à Montréal, le tramway, les chemins de fer. Ça fait partie de leur programme social-démocrate. Donc, alors, pour le clergé à l'époque, ce sont des idées socialistes. Alors, et puis, plus secondaire, évidemment, ce sont des syndicats américains, étrangers. On souhaiterait plutôt le développement du syndicat purement canadien. Mais c'est le modèle de société articulé par les syndicats internationaux qui fait peur. Et donc, le clergé développe des syndicats catholiques, mais qui se transforment rapidement parce que les travailleurs québécois, ils sont pas idiots. Des syndicats l'adhésion à un syndicat qui ne se traduit pas par l'amélioration de leur sort, de meilleures conditions de travail, ils vont l'oublier, quoi. Ouais. Alors, les syndicats catholiques, dès les années 20-30, vont commencer à se transformer. Mais donc, il y a des transformations, mais les syndicats internationaux sont majoritaires, représentent 50-60 des syndiqués québécois. Et les taux de syndicalisation au Québec sont les mêmes qu'en Ontario, sont les mêmes que dans l'ensemble du Canada, ils sont les mêmes qu'aux États-Unis. Le niveau de grève au Québec, il est le même que dans le reste du Canada, compte tenu des populations ouvrières ici. C'est vrai, on a vraiment, on dirait, passé ce pan de la mémoire complètement à la trappe avec l'antiduplessisme, l'antisyndicalisme de Maurice Duplessis. On a l'impression qu'il n'y avait pas de syndicat, que tout était réprimé, mais c'est plus nuancé que ça. La progression du syndicalisme québécois, elle se fait dans les mêmes proportions qu'en Ontario. Les pourcentages de ce taux de syndicalisation, à partir de 1901, ils sont du même ordre dans une province ou dans l'autre. Et les syndicats internationaux américains, ils sont majoritaires chez nous.
Oui. Et puis influence les politiques gouvernementales. Absolument. Maintenant, autre élément de contexte, donc deux grandes familles syndicales. On verra on sait que Louis Laberge prend dans laquelle il s'intègre graduellement. Mais il y a aussi le contexte de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, on a l'impression que Louis Laberge arrive vraiment à un bon moment pour commencer son engagement syndical parce que c'est des années effervescentes qui ont été un peu oubliées aussi sous le règne de Adélard Godbout. Oui. Que se passe-t-il? Quels gains font les travailleurs? Oui, alors donc, presque plein emploi, nous sommes en période de guerre, donc facilité pour lui d'obtenir un emploi et des salaires trouve-t-il intéressant pour lui, mais c'est une période aussi d'expansion du syndicalisme. Le gouvernement fédéral, avec l'effort de guerre, a besoin de l'appui du monde syndical, a besoin de l'appui des travailleurs. Il accepte, à partir et graduellement dans des arrêtés arc-en-ciel, parce que les industries de guerre relèvent du fédéral, ils ne relèvent pas du gouvernement québécois, ils relèvent du gouvernement fédéral. Presque une large proportion de l'industrie manufacturière relève du gouvernement fédéral à cause de l'état de guerre. Et le gouvernement fédéral accepte de mettre en application, à partir de 39, 40, 41, l'équivalent de la loi Wagner aux États-Unis de 1935. Et cette loi-là donne une impulsion considérable au syndicalisme aux États-Unis, puis elle le donnera aussi au syndicalisme québécois. En gros, le point central de cette loi, l'élément central, c'est que quand les ouvriers dans une entreprise donnée, la majorité des ouvriers veulent négocier leurs conditions de travail, le patron est obligé de négocier avec ses employés. Il y a obligation de négociation. Avant, il pouvait dire, syndiquez-vous, organisez-vous comme vous voulez, mais je ne négocie pas. Mais là, la loi l'oblige à négocier. Alors donc, ça va donner une impulsion considérable à l'expansion du syndicalisme. Les années 40, 50, le gouvernement québécois va adopter une loi semblable en 1944. Sauf que, justement, vous êtes 44, mais en 42, il commence sa carrière de syndical, on pourrait dire, à la United Shipyards. C'est ça. Et première manifestation qu'il fait, il est congédié. Ça commence raide. C'est ça. Il y a 19 ans, etc. Puis là, il se mêle de participer à la négociation collective avec le patron, enfin, au comité de négociation avec le patron. Et il est très intransigeant. Et l'action syndicale le transforme et on dit qu'il était plutôt timide et gêné auparavant. Et donc, le patron le congédie. Là, il a trop insisté, il congédie, alors donc il va se trouver un travail ailleurs à Canadair. Il y a 8000 ouvriers, là. Voilà, il arrive à Canadair. Et ce que j'ai trouvé cocasse, c'est qu'il est raconté dans la biographie que lui consacre Louis Laberge, c'est que finalement, il va se faire les dents contre des communistes. Parce qu'il y a une portion du syndicat de Canadair qui est infiltrée par les communistes. C'est ça. Et il est contre ces gens-là. C'est ça, la loge, le syndicat de l'Association internationale des machinistes. Enfin, c'est le syndicat local. C'est une grosse entreprise, c'est une énorme entreprise là, à l'époque, qui emploie beaucoup de gens. Alors, il y a des éléments communistes, des militants communistes qui ont infiltré ce local de l'Association internationale des machinistes. Et puis, Laberge n'est pas d'accord avec ça, en particulier un élément. Il refusait la grève parce que il refusait la grève parce qu'il y a eu un mot d'ordre du Parti communiste en URSS, de soutenir l'effort de guerre, complet de l'effort de guerre, pour parvenir à vaincre les fascistes. Alors, il trouvait que ces communistes étaient davantage à l'écoute du Parti communiste en URSS que des travailleurs. Alors donc, il y a eu une opposition entre les deux. Et puis, survient à l'époque, c'est la période de la guerre froide, des purges anticommunistes dans les syndicats internationaux. Et puis lui, il se range, il n'est pas d'accord avec les communistes, il se range du côté des modérés ou des traditionnalistes. Modérés, et en 1948, on apprend qu'il a voté pour l'Union nationale. Oui. Oui. Mon père aussi. Non, mais... D'ailleurs, comme Gaston Miron. On a appris que Gaston Miron avait voté l'Union nationale en 1948. Non, mais pour moi... presque tout le Québec avait voté pour l'Union nationale en 1948. Mais pour... moi j'explique la durée de l'Union nationale pendant les années 50. Là, ils ont gagné 4 élections de suite. Mais on est en période de prospérité. On est en période de grande prospérité. Oui. Et puis donc, les gens, ils sont portés à voter pour le parti au pouvoir.
Et mon père identifiait mon père Duplessis à la prospérité. Oui, oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a, c'est quand même spécial, là. On a l'homme qui disait qu'il faut casser le régime en 71, puis un coup de matraque, ça frappe en OK. Bon, on connaît la chanson. Et là, on a un homme qui, tout jeune, vote pour l'Union nationale. Non, mais ça montre que... mais la même année 48, c'est intéressant à apprendre sur le plan personnel, il a des triplets. Pas grand famille qui ont des triplets. Ça fait un homme engagé, mais avec 3 enfants sur les bras d'un coup. Oui, c'est ça. Alors que ça fait un article dans la presse d'époque, le journal de la presse, avec des photos, etc. On voit sa photo avec ses jeunes enfants. Bon, c'est bien toute une performance. Toute une performance. Toute une performance, dit-on dans l'article. mais c'est qu'il y a un revers. Massif dans il y a un revers. Oui. Oui, c'est que si un pleure, les autres aussi pleurent. Ah oui, c'est ça. Ça fait des il réveille courtes. les autres. Enfin, c'est ce qu'il a raconté. Ça fait des nuits courtes. C'est ce qu'il a raconté, ça fait des nuits courtes. Et donc, ça exigeait un revenu supplémentaire pour lui. Il a travaillé en fin de semaine, il portait des poches, des poches de graines. Le soir, travaillait en fin de semaine, de façon à avoir un revenu suffisant, parce que le revenu venant d'une permanence syndicale ne lui permettait pas. Non, exactement. Et là, il va poursuivre, malgré tout, malgré ses triplets, ses engagements, il va poursuivre son engagement syndical jusqu'à devenir, en 1955, président, et là, c'est une organisation très importante, du Conseil des métiers du travail de Montréal. Parlez-nous de cette organisation. Pourquoi? On a l'impression que ça a été une rampe de lancement pour lui. Oui. Alors, donc, dans le mouvement syndical, dans l'action syndicale, il y a 2 volets. Il y a un volet économique, la négociation de conventions collectives avec les employeurs. OK? Et puis, il y a un autre volet, le volet politique. Hein? Les syndicats internationaux ou catholiques, ils se sont donné des organismes de revendication auprès des pouvoirs publics. D'abord auprès du gouvernement fédéral, le Conseil municipal de Montréal, et donc ils se donnent, les syndicats internationaux à Montréal se donnent un Conseil des métiers du travail de Montréal en 1897, hein, et qui regroupe des délégués des syndicats internationaux de la ville, qui se réunissent à toutes les 2 semaines et qui votent des résolutions de nature politique à acheminer au conseil de ville, à acheminer au gouvernement provincial, parce que la FTQ n'existe pas à l'époque, gouvernement provincial, ou même auprès du Conseil du travail du Canada, auprès du gouvernement fédéral. Donc, ils se donnent, à travers ces revendications, se révèlent, apparaissent un projet de société. Hein? Et c'est un projet de société social-démocrate. Hein? Ce que revendique... Je termine un volume là-dessus sur le Conseil des métiers du travail pour la période 1897 à 1930, mais ce qu'il réclame, hein, c'est le droit de vote pour les femmes, l'abolition du Conseil législatif, la nationalisation des services publics. Il réclame l'éducation gratuite obligatoire, il réclame les pensions de vieillesse, il réclame l'assurance chômage, c'est ce qu'il réclame, comme le reste du mouvement syndical au Canada. Dès le début du 20e siècle. Dès le début du 20e siècle. Ouais. Dès le début du 20e siècle. Alors, donc, la nationalisation des services publics, c'est ce qui sont. Alors, donc, le projet de société des syndicats actuellement, des syndicats à l'heure actuelle, bien, il remonte là c'est pas autre chose. Ouais. C'est un projet social. Alors, c'est à l'origine. Influencé. Lui? Oui. Oui, bien lui, après ça, quand il arrive en 50... Enfin, il est membre... dès 1950. Dès 50, il est membre du conseil du CMTM. Il devient président du CMTM en 1900. Mais à cette époque-là, à toutes les 2 semaines, le CMTM réunit 150 à 200 délégués des syndicats internationaux qui lui sont affiliés, puis il vote des résolutions. Il continue à voter des résolutions qui acheminées au municipal ou encore au gouvernement provincial. Ah ben là, au municipal, vous m'ouvrez une porte, puisqu'en 1955, du fait qu'il est président du CMTM, il est automatiquement, ça a complètement changé aujourd'hui, il est automatiquement conseiller municipal. Hein? Oui, c'est une structure complètement différente d'aujourd'hui. Très tôt. La structure plus corporatiste. C'est ça, corporatiste. Donc, il est conseiller municipal et il se fait foutre à la porte du conseil municipal par Jean Drapeau. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. Alors, donc, il faut expliquer que de 1940 à 1960, le tiers des conseillers municipaux sont nommés par des organismes, enfin des organismes intermédiaires, ils sont nommés par... Des corps intermédiaires. Des corps intermédiaires, oui, ces corps intermédiaires. Ils sont nommés par les syndicats catholiques, les syndicats internationaux, 3 membres des syndicats catholiques, 3 membres des syndicats internationaux, la Chambre de commerce de Montréal, le Board of Trade, 3 chacun, etc., même les universités. Alors donc, le tiers
je pense qu'ils sont 33 au total, le tiers des conseillers municipaux ne sont pas élus. Hein? Alors, en soi, le CMTM est tout à fait opposé à ce type, parce que c'est antidémocratique, hein? Mais c'est donc d'inspiration corporatiste. Et puis, donc, très tôt, la première année où il siège au Conseil fédéral, il y a une prise de bec avec drapeau, hein, qui trouve antisyndical. Et ce ne sera pas sa dernière? Non. Mais c'est révélateur de sa personnalité dès ce moment-là. Il est expulsé. Parce il a traité de dictateur, enfin à peu près l'équivalent. En 1955, il traite drapeau dictateur. Oui, il travaille. Alors, écoutez, il faut avancer un peu dans le temps, puisqu'on a sa carrière de président à couvrir de la FTQ. Oui. Il devient donc président de la FTQ en 64, continue à gravir les échelons. Par une voix, hein? C'est très serré. Oui, c'est ça. C'est Roger Prevost, qui était président de la FTQ, décède, et le conseil syndical doit choisir, élire un nouveau président. Il y a deux candidats. Il y a deux candidats, c'est ça. C'est Louis Laberge et Fernand Daou. Et Fernand Daou, oui. Fernand Daou, Laberge qui représente plutôt la dimension conservatrice, le programme conservateur, tandis que Daou, plus jeune, plus intellectuel, il vient des unions industrielles, etc., plus nationaliste, etc., plus, enfin, entre guillemets, plus progressiste. Alors le vote, finalement, il est égal. Il est égal. Et puis, c'est 10-10, 9-9, je pense. Mais il y a une personne qui a voté qui a annulé son vote. Donc, le vote a dû être repris. Et puis, ce vote-là a été porté du côté de Laberge. Donc, il a gagné par un vote? Oui. Il dit par un demi-vote. Après coup, il dit ça, par un demi-vote. Donc, c'est la personne qui a fait abstention et qui, finalement, a voté pour lui. Il va par la suite réélu par acclamation. C'est ça. Et Fernand Daou deviendra son secrétaire général à partir. Donc, ils vont bien travailler ensemble, heureusement, pour la FTQ. Un tandem improbable, comme dit quelqu'un. Oui, en effet. Comme André. Il va lui succéder une année ou deux, ou un mandat de 2 ans, je crois. Oui. Alors, écoutez, parlez-nous de la FTQ en 1964. Oui. Parce que c'est une fédération quand même très décentralisée. Oui. Quels sont les pouvoirs d'un président de la FTQ en 64, mais dans l'ensemble? Oui, c'est ça. Il devient président plein temps uniquement en 1965. Mais en 1960, il y a quand même 200 000 syndicats internationaux là, au Québec. Alors donc, la FTQ a joué un rôle effacé, enfin, relativement effacé. Elle est créée, enfin, sous le nom FPTQ en 1937-38, contre Duplessis, d'ailleurs. Et donc, la FTQ, il devient président en 1964 et il est élu donc par les membres en congrès général. Mais il faut bien comprendre que dans la structure du syndicalisme international, la dimension politique est secondaire par rapport à la dimension économique, la négociation collective. Ce sont les grands syndicats internationaux, enfin, il y en a 15, 16, 13, 15, 16, ça dépend, enfin, des périodes, qui à un moment donné, ont compris qu'il était important de se donner des organismes de revendication politique auprès des pouvoirs publics. De là, le CMTM dont j'ai parlé. Mais l'affiliation est toujours volontaire. L'affiliation des syndicats montréalais est toujours volontaire à ces organisations. Si je fais un parallèle, c'est un peu comme les patrons qui confient au conseil du patronat un rôle de lobbying un peu, là, auprès des pouvoirs publics. Mais il s'agit d'une structure démocratique. Oui, sauf que c'est ça. Ils ont non, mais je veux dire, ils cotisent, mais c'est quand même très décentralisé. C'est ce que je voulais dire. Oui, c'est très décentralisé. Alors, dans la structure du syndicalisme, c'est plus secondaire. Soit le CMTM, dont j'ai parlé, ou la Fédération, ou le CTC, dans une certaine mesure. Et donc, l'adhésion est volontaire des syndicats. La cotisation est volontaire. Il faut que le syndicat trouve important de verser une partie de la cotisation à un organisme de revendication politique. Alors, à partir des années 60, la FTQ s'impose. Elle était, comparativement à la CSN, début des années 60, elle jouait un rôle plutôt effacé. Mais là, à partir des années 1964, là, elle joue un rôle, sous la direction de Laberge, elle joue un rôle de plus en plus influent. Mais il faut bien comprendre que les syndicats internationaux sont nombreux à Montréal. Ils sont nombreux au Québec. Ils sont plus nombreux que la CSN, les syndicats CSN. Ils ont été fondés depuis très longtemps. Donc, Laberge
fait prendre à la FTQ une place déterminante dans l'orientation de la société, dans les débats publics. Hein. Et l'importance du syndicalisme international, elle se manifeste lorsque l'Hydro-Québec est nationalisé en 1964. On a voulu déterminer, le gouvernement a voulu trouver une seule unité syndicale pour représenter l'ensemble des employés. Mais ce sont les syndicats internationaux qui l'ont gagné, c'est la FTQ. Même chose en 1966, quand le gouvernement a voulu trouver quels étaient dans le domaine de la construction les syndicats majoritaires, bien, ce sont les syndicats internationaux. C'est parce qu'ils sont là depuis très, très longtemps. Et là, et encore de nos jours, les syndicats internationaux, la FTQ Construction, c'est 60 des syndiqués dans le domaine de la construction. Alors, si vous voulez, c'est un mouvement qui est ici, au Québec, implanté depuis longtemps, qui est fort dans le domaine de la revendication économique, mais là, qui se manifeste au niveau politique. C'est ça, voilà. Alors, vous parlez de politique, mais justement, alors, parmi les idées qui circulent, mais je ne voudrais pas qu'on s'étende trop longtemps là-dessus, des années 60, il y a cette idée-là de l'indépendance du Québec. Oui. Et au départ, Louis Laberge est plutôt hostile, même très hostile à cette idée. Oui. Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'il va changer d'avis là-dessus? Oui. Alors donc, j'aurais peut-être dû ajouter à la question précédente que le gouvernement, à partir de la Révolution tranquille, joue un rôle de plus en plus important dans la société. Oui. Hein, dans le domaine des relations de travail, la négociation du secteur public, dans le domaine de la construction, etc. Alors donc, un organisme de revendication au niveau provincial comme le sien, par la force des choses, acquiert du poids. Alors donc, et intervient la question nationale, hein, la montée de l'idée d'indépendance du Québec. Et lui, il est contre, il est opposé. Hein. Il représente, comme je disais tantôt, plutôt le côté conservateur dans les dirigeants de la FTQ. Il était opposé au soutien au NPD depuis 1760. Il est réticent à imposer la langue française comme à revendiquer l'unilinguisme français, ça se fera en 1979, et l'idée d'indépendance aussi, il est réticent, comme Marcel Pepin à l'égard, au même moment, hein, au milieu des années 60. Pour eux, pour les deux, enfin, je vais reprendre l'expression de Marcel Pepin, je pense qu'elle représente bien leurs sentiments. Les centrales syndicales ne sont pas des clubs de Canadiens français. Alors, le rôle d'une centrale syndicale, le rôle des syndicats, c'est de défendre leurs membres, hein, comme travailleurs, et non pas comme Canadiens français. Alors donc, alors, pour eux, le nationalisme à l'époque, c'est une idéologie bourgeoise. Hein, c'est lié, enfin, dans les milieux, certains milieux intellectuels ont pensé la même chose, que les travailleurs n'ont rien à faire. Enfin, l'indépendance risque, au contraire, enfin, l'avènement de l'indépendance risque, au contraire, de se traduire par une diminution du niveau de vie, un recul des travailleurs. C'est eux qui vont souffrir si ça se produit. Alors, c'est son sentiment, lui, et de la centrale jusqu'en 1969. Qu'est-ce qui va être les 2-3 points tournants, peut-être, pour lui à ce moment-là? Sur la langue et sur la langue française, ben là, c'est qu'il se rend compte, qu'autour de lui, de grands syndicats, les métallos en particulier, puis le syndicat canadien de la fonction publique, ils sont de plus en plus d'accord avec cette orientation. On pense qu'en l'élection de 1970, 50 des syndiqués FTQ ont voté pour le Parti québécois. En 1973, ce sera quelque chose comme 75 qui ont voté. Et le Parti québécois, ils ont un programme très avant-gardiste là, en 1976, là, très proche de celui du mouvement syndical. Alors, il y a un rapprochement naturel qui se fait entre les deux. Il est très avant-gardiste, le programme. Alors, vous avez dit, avant d'arriver à 76, vous avez dit c'était un modéré, c'était un homme qui, réticence pour le NPD, pour la radicalité même. Mais là, début des années 70, il va aller quand même assez loin. Il y a cette grève en appui aux travailleurs de la presse, hein, en octobre 1971. Il y a le Front commun. Alors, comment expliquer chez Laberge ce durcissement? Oui. Bon, je pense qu'il est poussé dans le dos là, par les syndicats, les syndiqués. C'est une période de radicalisation du mouvement syndical à la CSN, à la FTQ, des manifestes, un seul front à la FTQ, ne comptons sur nos propres moyens à la CSN. C'est une période de grande effervescence syndicale, de radicalisation de la société québécoise en milieu intellectuel.
et dans le mouvement syndical aussi. On pense mettre sur pied un parti des travailleurs à l'époque. Alors, dans ce contexte-là, il évolue. Et survient la crise d'octobre en 1970 aussi, qui n'a pas apprécié les gestes posés par le gouvernement fédéral. Et poussé par les circonstances, il évolue sur ce dossier-là, sur le dossier de l'indépendance du Québec. Parce que, à l'époque, traditionnellement, le nationalisme québécois... Pas seulement l'indépendance du Québec. Là, quand il dit qu'il faut casser le système, l'État rouage du capitalisme, c'était des positions qui étaient plus marxisantes même, influencées par le courant de l'époque. Oui, mais enfin, il n'était pas marxiste, il ne versait pas dans les faits. Mais ce que je veux dire, traditionnellement, sur le nationalisme québécois, traditionnellement, avait été associé au mouvement conservateur. Hein? La CSN est née de ce mouvement conservateur. Les syndicats catholiques sont nés de ce mouvement conservateur. Mais là, avec le Parti québécois, le nationalisme est lié à un projet de société social-démocrate qui est celui du monde syndical. Alors, on a toutes les raisons d'appuyer le Parti québécois. Maintenant, pour ce qui est de la radicalisation, il y a des éléments, je dis radicalisation de la société québécoise, qui veulent encore aller plus loin, qui demeurent très critiques du fonctionnement du système capitaliste. Dans son cas, suite à la grève de la presse, etc., là, il a dit par là, il s'est laissé emporter, il faut casser le système, etc. Mais il le l'a regretté par après. Il s'était emporté par les événements, il avait été matraqué lors de la manifestation à la presse, etc. Alors donc, ça a dépassé, dit-il, ça a dépassé sa pensée. Il n'y a jamais été une réforme profonde du système capitaliste, mais pas le renversement du système capitaliste. Jamais... Un mot sur l'épisode du saccage de la baie James et de la commission Clich. Oui. Ça a été difficile. C'était un moment, même dans sa biographie, il confesse que ça a été peut-être une des années les plus difficiles de sa carrière de président. Parlez-nous un peu, qu'est-ce qu'on a reproché et à Louis Laberge et à la FTQ à ce moment-là? Laberge, personnellement, la commission Clich a reproché son laxisme à l'égard des syndicats de la construction. La FTQ s'est pris avec, évidemment... les journaux font état des événements, elle est prise avec une patate chaude, là. Ce sont ses syndicats affiliés. Mais il faut bien comprendre que la FTQ, comme telle, elle a peu de pouvoir sur ces grands syndicats affiliés, les 16 ou 17 ou 18 sur syndicats. Il y en a un qui s'appelle la FTQ Construction, qui est mené par Dédé Desjardins. Alors, dans le domaine de la construction, la construction, c'est un domaine où les ouvriers sont mouvants. Ils passent d'un employeur à l'autre. Et les syndicats internationaux se sont donné la tâche, à partir du début du 20e siècle, non seulement de protéger, de négocier des conventions collectives, mais de trouver du travail à leurs employés, à leurs travailleurs. Ils cherchent à trouver du travail, donc cherchent à obtenir le monopole du travail dans un chantier donné. Et ça aboutit évidemment à l'exclusion, à l'exclusion de travailleurs de la CSN, etc., et puis au saccage de la baie James, etc. Mais alors, la FTQ a voulu intervenir. Elle a, dans un premier temps, essayé de mettre en tutelle le Conseil provincial des métiers de la construction, mais avec vraiment peu de pouvoir. Alors, finalement, c'est le gouvernement qui va se charger de mettre en tutelle 4 syndicats qui utilisaient des méthodes d'intimidation auprès des travailleurs ou des entrepreneurs. Mais toujours dans l'optique d'assurer à leurs syndiqués du travail, d'assurer du travail à leur monde. La CSN faisait de même. Ça a fait écho à des événements plus récents. C'est ça. Maintenant, on va souvent dire les années 70, c'est une radicalisation, c'est un discours très dur. Mais, et on a l'impression que finalement, la deuxième phase, celle de la concertation, des partenariats et du Fonds de solidarité, que ça surgit comme ça avec la crise de 81. Mais quand on regarde des événements d'un peu plus près, on voit qu'il y a une évolution lente durant la fin des années 70. D'abord, il y a cet appui, vous l'avez dit, au Parti québécois lors du congrès de 1975. Est-ce que c'était une première que le FTQ appuyait aussi ouvertement un parti québécois? Non, mais un parti du Québec? Sur la scène fédérale, ça oui, sur la scène fédérale, oui. Elle a, depuis le début du 20e siècle, cette orientation, cette volonté, elle voit la nécessité d'intervenir sur le plan électoral en appuyant un parti politique. C'est le Parti ouvrier, le NPD par la suite.
Mais ce n'est pas un changement de... C'est la CSN plutôt qui ça cause un problème, parce que dans la Constitution de la CSN, il est interdit d'appuyer un parti politique. Mais pour la FTQ, non, il n'y a pas de... Mais est-ce que ça avait justement suscité des railleries chez les autres syndicats ou des réactions? D'appuyer, non? Oui, d'appuyer. Non, mais je pense que les membres, j'ai indiqué tantôt qu'en 1973, 75 des syndiqués FTQ avaient voté Parti québécois, alors en 1976, et puis on détestait le Parti libéral à l'époque. Alors c'est tout à fait naturel qu'on... Ça n'a pas causé de problème idéologique. À la fin des années 70, en 1979, Louis Laberge fait un voyage qui, semble-t-il, va le marquer en Suède. Oui. Et il dit bien... En 79. En 1979. Oui. Et c'est comme si on met de côté le socialisme démocratique et maintenant le mot d'ordre, la formule à l'honneur, c'est la social-démocratie. Oui. Qu'est-ce qui l'y attire tant dans le modèle suédois? Oui, mais enfin, c'est le taux de syndicalisation là-bas qui est de 80 non. Non, mais enfin, c'est pas ça. Ça représente à ses yeux un modèle de société. Il était allé voir sur place. Il était déjà allé en Europe, en France, etc. Mais pour le modèle scandinave, le modèle suédois, lui apparaissait un modèle de société suédois avec un très haut niveau de vie, un très haut niveau de développement économique, un taux de syndicalisation élevé, ça paraît idéal. Pas simplement à la FTQ, mais également auprès de René Lévesque. Là, hein. Alors, il revient, enfin, il constate là-bas que les syndicats sont mêlés au fonctionnement des entreprises. Ils ont des fonds qui sont propres, qui investissent, mais les fonds ne viennent pas du gouvernement suédois, ils viennent des entrepreneurs qui, une partie de leurs profits doivent être versés aux syndicats qui les investissent dans des entreprises. Alors, c'est cette idée-là qu'il retient de son voyage. Et, je disais, René Lévesque... Donc, il y a un rapprochement à faire entre le mouvement syndical, la FTQ, et René Lévesque, qui disait qu'à un moment donné, il a dit que son modèle, c'était une société scandinave, ce qui se passait en Scandinavie. Son modèle de société, c'est pas ça, mais en autant que ce soit possible dans le contexte nord-américain. Hein? En autant que ce soit possible. Alors, donc, il y a un lien là, entre le projet de société de la FTQ et celui du Parti québécois. Et les liens personnels entre Louis Laberge... Oui, en plus de ça, oui, personnel. Au début des années 1970, il y a eu une assemblée contradictoire publique, je pense, qui a été télévisée entre René Lévesque et lui, parce que lui était anti-souverainiste et Lévesque était différent. Aussitôt qu'il est élu en 1976, en 1977, pour la première fois, la FTQ invite un congrès sur la sécurité et santé au travail, invite Lévesque, qui, de 1976, l'administration du Parti québécois, de 1976 à 1980, on vote un ensemble, un éventail de politiques d'avant-garde, l'assurance automobile, du salaire minimum, la charte de la langue française, j'étais tout à fait d'accord à l'époque, la FTQ va la charte de la langue française, la loi anti-briseur de grève, la formule Rennes obligatoire, etc. Pour lui et pour Laberge, le Parti québécois, à cette époque, c'était le meilleur des gouvernements qu'il ait jamais connu. Et donc, ça explique peut-être pourquoi il va quand même s'investir durant la campagne du oui, dans le camp du oui. Oui, c'est ça, en 1980. Mais avec des réserves chez ces syndicats aussi, enfin, parce que la question était posée, c'était un mandat de négocier. Enfin, c'était pas la souveraineté association. La question ne portait pas sur la souveraineté association comme telle, mais un mandat de négocier. La souveraineté association. Il y aurait un autre référendum un peu plus tard. Alors, la stratégie du Parti québécois plaisait évidemment à la FTQ et il l'a appuyé. Alors, le Parti québécois, donc, est battu en 1985, mais le Parti québécois est très impopulaire auprès de beaucoup de syndiqués parce qu'il a eu la méthode de remettre de cheval avec cette crise de 81-82. Quelle est la position de Louis Laberge à ce moment-là par rapport au parti qu'il avait cautionné? Le meilleur parti politique qu'on puisse pas imaginer pour la période de 76 à 80. Alors donc, est survenue évidemment la crise économique tantôt, difficultés financières de l'État, déficit envisagé de l'État. Alors le gouvernement a décidé en 1982 de rouvrir les conventions collectives du secteur public qui avaient été négociées auparavant. Alors, il réduit les salaires de 5 sur une période
de 3 mois à la fin de la convention collective, etc. Évidemment, ce qui engendre, parce que de nombreux travailleurs sont touchés par les coupures du gouvernement québécois, alors ce qui va engendrer un très grand mécontentement, surtout à la CSN où les syndiqués, dont une bonne proportion de ces syndiqués sont du secteur public et parapublic, à la FTQ moins, à la FTQ, mais quand même, le grand syndicat, le syndicat canadien de la fonction publique, ne l'appréciera pas du tout. Et donc, les membres, finalement, le congrès de 1900, je pense que c'est le congrès de 1985, refuse l'appui au Parti québécois. C'est le Parti libéral qui est élu. Refuse, mais Louis Laberge avait appelé à soutenir. Oui, c'est ça. Donc, c'était un peu une C'était gifle. prononcé. Oui, c'est une gifle pour lui, mais compte tenu qu'il y avait eu de la difficulté à faire approuver le projet au bureau syndical, au conseil général, ça avait été très serré. Il y avait un vote. Bon, alors finalement, je pense qu'il a été refusé à 76 quelque chose comme ça, des membres à peu près, là, dans cet ordre-là. Mais il va se rattraper en 89. La FTQ soutient le Parti québécois. Louis Laberge se retire officiellement le 1er juin 1991. Oui. Quelles seraient ses dernières actions politiques les plus importantes à la tête de la FTQ? Oui. Bon, enfin, là, on est en l'échec de l'accord du lac Meech, là, en 90. La question nationale a refait surface. Et là, la FTQ et lui-même appuie clairement l'indépendance du Québec. En 1980, les choses étaient différentes. Il y avait deux référendums. C'est indirectement qui appuyait l'indépendance du Québec, mais avec l'échec de l'accord du lac Meech, en 90, là, la centrale appuie clairement l'indépendance du Québec. Et milite avec des groupes nationalistes aussi pour l'indépendance du Québec. Alors, donc... mais évidemment, ça ne veut pas dire que tous les membres de la FTQ votent pour le Parti québécois, etc. Mais c'est un mot d'ordre et un certain nombre le suivent. Louis Laberge, par rapport à votre connaissance de l'histoire du mouvement syndical québécois, quel bilan faites-vous de sa contribution au mouvement syndical? Oui. Ben, je pense que quand il est devenu président en 1964, il y avait derrière lui enfin, c'était surtout des syndicats internationaux à l'époque. Il y avait derrière lui un corps de syndiqués, un nombre de syndiqués extrêmement considérable, un nombre de syndicats et de syndiqués extrêmement considérable, beaucoup plus que la CSN. Alors donc, cette force que représente le syndicalisme international, il a utilisé, lui, dans la structure qu'il préside, enfin, dans la FTQ, il a utilisé cette force pour influencer l'orientation de la société québécoise, influencer le gouvernement, influencer la société québécoise, de sorte que je disais au début que dans l'ensemble des sociétés nord-américaines, à partir de ce moment-là, on se situe plus à gauche dans l'échiquier politique, dans l'éventail politique, des orientations politiques. On se situe plus à gauche. Donc, on a une société plus égalitaire, plus juste, des programmes sociaux plus généreux. Évidemment, on paye plus d'impôts, je veux bien, mais on a plus de services. Hein? On n'en est pas dans la situation là, qu'on trouve au sud de la frontière actuellement. Alors, ce serait impensable ici, une situation comme celle-là. Donc, il y a... c'est ce qui contribue. Le mouvement lui-même, il contribue à cette transformation, à ce déplacement de l'échiquier politique vers la gauche de la société québécoise à ce moment-là. On a l'impression que pour les plus jeunes, une certaine garde montante, peut-être que celle qui est issue du printemps érable, l'impression qu'une figure comme Michel Chartrand, qui était une figure forte des années 70, un grand orateur, qui a suscité un livre, un recueil de témoignages encore tout récemment, inspire, figure lyrique, alors que Louis Laberge, c'est un personnage qui était un personnage plus de pouvoir. Est-ce qu'il inspire, d'après vous, une nouvelle garde syndicale? Oh, à l'heure actuelle, là, je suis pas assez proche, enfin, du mouvement syndical, mais on lui est certainement très reconnaissant de la création, du développement du Fonds de solidarité.
Mais peut-être à propos de la classe, là, plus la question, peut-être il y a une remarque qui a été faite par Michel Arsenault, qui a été président de la FTQ par la suite, récemment, en 2012, à l'occasion du printemps étudiant. Hein, et Michel Arsenault, il faisait partie aussi enfin, FTQ, une longue expérience, évidemment, du syndicalisme, il faisait partie du comité de négociation avec les étudiants qui négociaient avec le gouvernement. Et je lisais récemment dans le journal Le Devoir, Michel Arsenault, qui racontait ce qui s'est passé en 2012, etc. Puis il disait aux étudiants, en particulier à la classe, là, au groupe de la classe, il dit « C'est bien de savoir monter dans l'arbre, mais il faut savoir descendre aussi à un moment donné. » Alors je pense que ça illustre bien ce que savait Laberge. Presser citron jusqu'à un certain point, exercer un rapport de force jusqu'à un certain point, mais savoir se reculer, savoir reculer au bon moment, hein, de façon à ne pas mettre tout le système à l'envers. Pas tous les leaders syndicaux qui comprennent cette... Merci beaucoup, Jacques Rouillard, pour cet entretien. Merci beaucoup. Donc, pour en connaître davantage sur la vie et l'œuvre de Louis Laberge, vous êtes invité à lire le livre, la biographie que lui a consacré le journaliste Louis Fournier, qui a lui-même travaillé plusieurs années à la FTQ. Louis Laberge, Le syndicalisme, c'est ma vie. Pour avoir des perspectives plus synthétiques sur l'histoire du syndicalisme au Québec, il faut absolument lire Le syndicalisme québécois, 2 siècles d'histoire, qui est la synthèse de référence sur l'histoire du syndicalisme au Québec, œuvre de Jacques Rouillard, qui a publié plusieurs autres livres, j'en nomme seulement 2, et un autre ouvrage de lui, qui est un recueil d'études sur la question, l'expérience syndicale au Québec, ses rapports avec l'État, la nation et l'opinion publique.